Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va faire un focus sur la nouvelle pépite de la Masia qui vient de tout fraîchement d'arriver. On parle bien sûr de Dro, Pedro Fernandez. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est un casse-tête qui... c'est un petit casse-tête en vrai, parce que ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des joueurs, toujours des pépites. Malheureusement, les places sont chères. Les places se font rares, on va dire, entre guillemets, parce qu'on a déjà quand même énormément de joueurs au milieu de terrain. On sait que le Barça, ils adorent former des milieux de terrain. Il y en a qui ont du talent, mais qui n'ont pas ce qu'il faut pour réussir au plus haut niveau. Il y en a qui ont énormément de potentiel, qui potentiellement peut être gâché. Voilà, on en a vu dans le passé. Par exemple, Riqui Puig, Tipic, où il avait énormément de talent, énormément de potentiel. Et finalement, ça s'est pas si bien passé que ça. C'est comme ça. Il y en a qui percent très tôt, il y en a qui percent un peu plus tard. Exemple récent aussi avec Casado, Bernal, Gavi. Gavi qui est arrivé très tôt, Bernal qui est arrivé très tôt. Gavi, il est arrivé à 16 ans. Dans l'équipe, Casado, lui, il avait la vingtaine, 19-20 ans peut-être. Il est arrivé la saison dernière vraiment dans l'équipe première. Chacun prend, on va dire, son temps. Et c'est un petit peu le cas avec Pedro, avec Dro, parce que Dro, il est de la génération 2008, qui est la même génération, par exemple, que les cousins Fernandez. Cousins Fernandez dont on entend beaucoup plus parler depuis déjà un bon bout de temps. Par exemple, Guille Fernandez, qui est déjà monté avec l'équipe, avec le Barça B depuis plus d'un an. Plus d'une saison déjà, et Tony qui est arrivé au Barça B en tant que titulaire d'entrée la saison dernière, début de saison. Donc il y a des joueurs comme ça qui sont un peu plus en avance que d'autres, et pourtant ça veut pas dire qu'ils ont plus de potentiel que ceux qui mettent un petit peu plus de temps à arriver. Pedro Fernandez, il a déjà eu pas mal de problèmes de blessures aussi qui lui ont empêché de mieux se développer, d'avoir un peu plus de temps de jeu, que ce soit avec les équipes on va dire les plus jeunes, ou de passer on va dire les étapes plus rapidement, d'aller, parce que c'est un joueur de base, hein, Pedro, c'est un joueur des juvéniles B. Donc actuellement, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler plutôt des juvéniles A qui ont gagné le triplé. Alors Dro, il a joué, il a participé à quand même quelques matchs des juvéniles A. Il alternait en fait entre la B et la A. Et il n'a pas forcément joué avec le Barça B, le Barça Athletic, donc qui est l'équipe juste en dessous de l'équipe première. La saison dernière, il avait fait il avait fait la pré-saison en fait, parce qu'il y avait tellement de joueurs du Barça B qui étaient montés avec l'équipe première, qui étaient partis en tournée de pré-saison. Et bien la B aussi ils font des tournées de pré-saison, enfin une tournée, ils font une pré-saison tout court, et Dro, donc il avait été appelé avec le Barça B. Il avait fait une excellente pré-saison, comme je l'ai dit, il manquait beaucoup de joueurs, donc il y avait pas mal de joueurs des juvéniles, et il avait pu faire parler de lui pas mal, parce qu'il montrait déjà tout le talent qu'il avait, disons, ou en tout cas le potentiel. Et le potentiel, c'est vraiment le truc. Vous avez parfois des joueurs qui sont un peu plus près, disons immédiatement, des joueurs comme Guille, des joueurs comme Tony Fernandez, qui sont plus prêts physiquement à venir en équipe première qu'un mec comme Dro par exemple, plus avancé dans ce domaine-là. Et pourtant, Dro, s'il a été appelé par Flick, c'est qu'il y a une bonne raison déjà. Évidemment, il a vraiment impressionné à l'entraînement. Flick, vous savez, avant de faire ses choix de joueurs, comme tout coach hein, de toute façon, mais faites un avis sur les joueurs quand vous les voyez à l'entraînement, au quotidien. Et quand vous avez certains jeunes comme ça qui qui rejoignent l'équipe première et qui sont presque un petit peu comme des poissons dans l'eau, où au contact des meilleurs joueurs, en fait, les mecs arrivent quand même à se sublimer et à sortir du lot, c'est que le gars a un potentiel quand même très très élevé. Et donc c'est pour ça que Dro, il a été appelé en pré-saison par Flick, pour aussi son potentiel futur. Ce qui ne veut pas dire, et je le dis direct, ce qui ne veut pas dire qu'il va faire partie de l'équipe première la saison qui arrive. Je ne pense pas, clairement pas. Je pense qu'il va repartir soit en juvénile A, ce qui m'étonnerait un petit peu, soit directement au Barça B, même si le Barça B actuellement est descendu et va jouer en division 4. Il y a un projet toujours avec quand même pas mal de joueurs. Surtout, il y a Belletti qui a entraîné les juvéniles A, qui a tout gagné la saison dernière, mais qui a fait le triplé, qui va entraîner le Barça B. Donc il y a une certaine continuité, un entraîneur qui fait de bonnes choses. Donc ça m'étonnerait pas de voir Dro, donc avec le Barça B, continuer à se développer et à jouer un maximum. Surtout parce que il y en a plein qui me demandent et il y en a plein qui veulent voir jouer, voir monter Dro. Faut qu'ils viennent avec l'équipe première. Si c'est pour qu'ils jouent un match, entre guillemets, en gros, qu'ils jouent un match dans la saison, ça n'a aucun intérêt pour le joueur. Il faut qu'il joue un maximum pour qu'il se développe justement. Parce que c'est aussi comme ça qu'on gâche un petit peu les talents, c'est en les gardant avec l'équipe première et qu'ils ne jouent jamais. Comme je l'ai dit, les places sont chères. En équipe première, il y a énormément de joueurs, surtout au milieu, il y a beaucoup de concurrence. C'est compliqué actuellement. Donc Dro, il est arrivé il y a 3
3 ans à la Masia, donc c'est pas si vieux que ça. Hein. Il a fait un petit peu les catégories, il a joué avec les cadets, je crois. Il est rapidement monté juvénile B. Et après, comme je l'ai dit, il a alterné juvénile B, juvénile A. Le Barça B l'a appelé pour la pré-saison la saison dernière. Donc il a joué dans pas mal d'équipes en très peu de temps finalement. Ce qui montre aussi le talent du joueur et le potentiel du joueur. Il est déjà à l'aise très rapidement dans ses équipes. Donc Dro, c'est un surnom, vous le savez, il s'appelle Pedro Fernandez. Pourquoi ce surnom? C'est très simple, hein. C'est juste qu'il y avait tellement de Pedro dans son équipe qu'il fallait bien les différencier. Il y avait Pedro Villar, je crois, Pedro Rodriguez, il me semble, si je dis pas de bêtises, et donc Pedro Fernandez. Donc au bout d'un moment, ils l'ont appelé Dro, quoi, tout simplement. Au niveau de son profil, eh bien c'est un profil de milieu de terrain, principalement de base, c'est un milieu intérieur, un milieu offensif, relayeur, mais il joue plutôt à l'intérieur du jeu. Maintenant, c'est un joueur qui est très polyvalent et qui est aussi très bien développé par ses coachs, parce que ses coachs, vous savez, ça se passe pas de la même manière dans les footballs, dans les équipes de foot des jeunes, vous savez, qu'en équipe première. En équipe première, vous avez un joueur et vous voulez le mettre à son poste pour qu'il performe au mieux et qu'il apporte à l'équipe. Dans les équipes de jeunes, ce qui importe aussi énormément, c'est pour ça qu'on parle de Dro aujourd'hui, c'est la formation des joueurs et leur apprendre tout ce qu'ils ont besoin d'apprendre dans la compréhension du jeu, dans les déplacements, dans tout ce que vous voulez, et qu'ils soient les meilleurs possibles à un poste ou plusieurs postes, hein, ils peuvent être très polyvalents, il n'y a pas de problème avec ça, mais qu'ils apprennent énormément de choses pour qu'ils soient prêts tout simplement à jouer en équipe première. Et pour apprendre énormément de choses et développer au maximum le potentiel d'un joueur, il faut le faire évoluer quand même à différents postes. Donc Pedro Fernandez, il a évolué déjà en tant que milieu intérieur évidemment, en tant que faux neuf et en tant que ailier. Ailier gauche principalement. Un ailier, vous le savez, on l'a vu là avec le premier match qu'il a fait contre le Vissel. Un ailier plutôt intérieur. Un ailier un peu comme Rafinha qui est plus porté vers l'axe. Un ailier qui va pas forcément coller la ligne, avoir cette explosivité, cette vitesse. C'est de base un milieu de terrain. Un milieu certes très technique qui fait énormément qui attaque énormément. Très très offensif. Dès qu'il a le ballon, on va le voir en vidéo après, mais c'est un milieu qui n'hésite pas à attaquer, à faire des différences, que ce soit dans l'axe ou sur un côté. Mais il n'a pas cette vitesse d'un ailier non plus pour éliminer, pour déborder, tout ça. C'est pas vraiment son profil. Donc comme je l'ai dit, c'est un milieu très talentueux, c'est un milieu qui fait partie des juvéniles B la saison qui est passée. Donc un mec qui passe des juvéniles B sans passer par les juvéniles A limite, bon alors il a joué quand même un petit peu de matchs avec les juvéniles A, qu'il arrive direct comme ça en équipe première, c'est quand même assez rare. Très peu de joueurs l'ont fait, il y a Lamine Yamal évidemment qui est passé des juvéniles à l'équipe première sans passer par la B. Il y en a quelques-uns comme Gavi aussi je crois qui n'a pas joué avec la B il me semble, mais c'est quand même assez rare. Quand on parle de Koubarsi, de Bernal par exemple, sur les derniers qui sont arrivés, ils ont joué eux avec le Barça B. Koubarsi un petit peu, mais il a quand même joué avec le Barça B. Donc maintenant que le profil du joueur, vous le connaissez un petit peu mieux, eh bien on va passer aux séquences vidéo. J'ai sélectionné quelques séquences, alors c'est un peu difficile parce que c'est difficile d'avoir accès à beaucoup de matchs, mais j'ai pris un peu de tout, j'ai pris certaines séquences avec les U17 de l'Espagne, des séquences avec les juvéniles A, que ça soit en championnat ou en Youth League, et puis c'est un petit peu tout. Les séquences avec le Vissel Kobe, on l'a vu hier dans l'analyse, pour ceux qui l'ont regardé. Première séquence, c'est un match de Youth League ici, on le voit ici au milieu, là qui se déplace un petit peu entre les lignes. Alors pendant ce match, dans ce match-là, il est rentré en fin de match, donc là il venait de rentrer juste avant. Au départ, il était plutôt milieu intérieur, parce qu'à gauche il y avait Virgili et à droite il y avait Arnaud Pradas, donc deux ailiers. Et donc là, au départ, comme je l'ai dit, il est plutôt milieu intérieur. Il se déplace un petit peu entre les lignes, il essaie de se démarquer. On voit que le milieu défensif ici, c'est un match contre Monaco donc, qui resserre un petit peu dans l'axe, donc il se décale. Comme je dis, il a plutôt la lecture du jeu évidemment, les déplacements. À l'intérieur du jeu, il se déplace un petit peu, comme j'ai dit, comme un poisson dans l'eau. Si on devait décrire Pedro, je pense que beaucoup le compareraient avec Pedri. Bon, déjà il s'appelle pareil, ce Pedri s'appelle évidemment Pedro de base, mais c'est vrai que il nous fait penser, moi personnellement il me fait un petit peu penser à Pedri. Il y en a pour qui il fait penser un peu à Iniesta. Bon, c'est ce genre de joueur, ce genre de magicien que vous avez dans votre équipe. Des joueurs qui, quand ils ont le ballon au milieu de terrain ou peu importe, quand ils prennent le ballon, t'as l'impression qu'ils glissent sur le terrain, que c'est très fluide, qu'ils arrivent à vraiment... je sais pas, il y a ce côté un petit peu magicien, ce côté technicien qui fait que quand il a le ballon, je sais pas, tu t'attends à quelque chose. Même s'il n'y a pas toujours quelque chose évidemment de magique qu'il se passe, tu t'attends forcément à quelque chose, tu te dis oula, il va se passer quelque chose quand il va toucher le ballon. Moi il me fait penser plus à Pedri qu'à Iniesta parce qu'il a ce côté un petit peu élastique des fois que peut avoir
Pedri. Souch Pedri de base, il a joué aussi quand il était à Las Palmas. Il a joué, des fois il jouait ailier, des fois il jouait plutôt au milieu offensif et des fois il jouait milieu intérieur. Il a joué un petit peu à plusieurs postes à Las Palmas. On voit sur certaines vidéos, des anciennes vidéos de Pedri, que des fois il était ailier et qu'il pouvait déborder et dribbler. Ce qui est un petit peu le cas du coup de Pedro, ce qui fait qu'il se ressemble un petit peu, disons. Et là il se retrouve donc ailier. Là on voit, alors Virgili il est ici. Donc il est rentré dans l'axe, il a laissé un petit peu son couloir vide, donc Pedro, pour écarter, il se déplace un petit peu dans le couloir. Là c'est un magnifique but qu'on va voir, hein, évidemment. On voit un petit peu son côté, bon, alors technique oui, mais vous voyez, il dribble pas spécialement, il attend, là il a l'intelligence d'attendre l'appel de, je pense que c'est Geoffrey ici, en tout cas c'est le latéral gauche, pour justement se libérer et rentrer un petit peu dans l'axe. C'est ça qu'il fait, et là il nous envoie une frappe. Je suis désolé. Regardez la réaction de... ça c'est Hugo Alba, le numéro 9. Regardez sa réaction, le but. Le but est magnifique. Le but est assez simple. Enfin, simple. Dans son dribble de base, je veux dire. Il fait pas des dribbles... c'est pas Neymar, quoi. Je veux dire, il va pas dribbler de fou. Juste simple, il rentre dans l'axe, il se met sur son pied, il s'ouvre l'angle de frappe. Mais la frappe, elle est magnifique. Je vous l'avais dit hier dans l'analyse pour ceux qui l'ont vu. J'avais dit le but de Pedro contre le Vissel Kobe. Il est beau, mais son but contre Monaco, c'est masterclass. C'est une frappe, c'est magnifique. Franchement, la réaction des joueurs, ça en dit long. Comme je l'ai dit, Pedro, c'est un joueur qui a tendance à accélérer le jeu au milieu quand il joue au milieu. Là, encore une fois, on avait Virgili qui était ici plutôt dans l'axe. Là, on voit Pedro donc, qui se déplace vers le couloir. On a le latéral qui est un petit peu enfermé dans le couloir. Et en un seul contrôle, une seule touche de balle, il va pouvoir accélérer le jeu. À l'image de ce que pouvait faire aussi Thiago Alcantara un petit peu, il va, hop, vous voyez, il y a cette petite feinte un petit peu comme s'il allait contrôler, protéger la balle et revenir vers l'arrière. Et avec un petit contrôle vers l'extérieur, il va passer le joueur et garder cette vitesse, accélérer même le tempo de l'action, on va dire, et pouvoir potentiellement déborder. Donc là, après, il va attendre, il va faire la petite passe, hein. Il va feinter, faire la petite passe pour le latéral qui va pouvoir faire la passe ici dans l'axe. Donc franchement plutôt une belle action, mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le contrôle orienté pour garder, pour mettre, changer de rythme, on va dire, mettre cette vitesse dans le jeu et passer le joueur juste avec un contrôle. Autre séquence, bon, cette fois-ci il est à la récupération ici, je pense qu'il touche le ballon, bon, le gars de Monaco cherche la faute, l'arbitre dit qu'il n'y a rien, on va avancer un petit peu, et encore une fois cette facilité, on va dire, balle au pied, cette facilité pour sortir les ballons, entouré de 3 joueurs ici, le joueur va lui donner la balle, il va, hop, la petite talonnade pour le joueur pour jouer le 1-2. Donc encore une fois ce côté un petit peu artiste, technicien comme je l'avais dit, cette aisance aussi technique pour faire ce genre de geste, bon c'est beau. Nouvelle séquence, là il est un petit peu, il est passé vraiment ailier à ce moment du match, hein, je l'avais pas forcément noté, mais au bout d'un moment Virgili est passé à droite, Arnaud Prada s'était sorti, donc il est passé vraiment ailier en fin de match, et là on voit, bon comme je l'ai dit, hein, c'est un mec qui joue ailier, mais c'est pas forcément un ailier qui a cette vivacité, cette explosivité sur les premiers mètres pour faire des différences. Il a ce côté technique un petit peu, là on va le voir qui tente un petit peu quelques petits passements de jambes et de passer et de feinter un petit peu le joueur, mais quand il va accélérer ici, bon voilà, il va pas avoir cette petite explosivité là pour ça fait pas de lui vraiment un ailier, c'est pour ça que je le préfère plus à l'intérieur du jeu. Autre séquence défensive, encore une fois, là il contre-attaque de Monaco, et la lecture du jeu du joueur ici qui va bien lire le jeu et intercepter. Bon voilà, ça c'est une toute petite séquence, mais vu que on a tendance à le présenter plutôt comme un technicien, un artiste, un joueur assez offensif, fallait que je me montre un petit peu 2-3 trucs défensifs quand même. On change de match et on se retrouve donc là encore en Youth League, mais cette fois-ci pour la finale de la Youth League contre le Trabzonspor. On joue la fin de match, il est ici, se retrouve à l'intérieur du jeu, donc il était rentré en tant qu'ailier gauche évidemment, mais vu que le latéral c'était Geoffrey qui montait beaucoup, et bien souvent il est rentré à l'intérieur du jeu dans le demi-espace gauche, à l'image de ce qu'il a fait un petit peu contre le Vissel Kobe et ce que peut faire Rafinha quand il joue sur la gauche avec Baldé qui monte, qui prend le couloir. Donc là il va se retrouver un peu au cœur du jeu encore une fois, le 6 qui va lui donner le ballon comme ça, il va se retrouver directement, hein, il fait son contrôle, on voit qu'il tourne la tête pour voir un petit peu le joueur qui arrive. Donc là il y a le joueur qui arrive sur lui vraiment en courant pour mettre un gros pressing d'un côté, son côté gauche, et son côté droit où il est enfermé par un autre joueur. Encore une fois tout le côté créatif et technicien du joueur qui va pouvoir éliminer facilement, on va dire, se sortir d'une situation d'un pressing assez facilement au cœur du jeu, dans les petits espaces. Hop.
Voilà, c'est son côté fin techniquement il se retourne, et c'est pour ça qu'il me fait penser un petit peu à Pedri aussi, parce que Pedri, c'est vrai que c'est souvent ça aussi. Il a cette lucidité aussi dans les moments les plus chauds, les moments où il y a un pressing qui arrive sur lui. Eh ben, t'as l'impression qu'il a cette facilité, qu'il est toujours tranquille pour sortir le ballon. Eh ben, c'est un petit peu ça, disons, avec Pedro aussi. Nouvelle séquence, même match ici, perte de balle du milieu de terrain, et on voit il a cette vivacité aussi, cette réactivité. Il réagit assez rapidement, il voit la perte de balle, il voit que le joueur ici va avoir un peu de mal à récupérer le ballon, donc il va vite essayer de gratter le ballon, et ici avec ce côté un petit peu technique, et après il se fait découper. Mais intéressant, encore une fois, il a cette vivacité d'esprit, ce qui fait qu'il arrive à se démarquer un petit peu des autres. C'est pas uniquement pour son côté technique, sa qualité balle au pied, c'est aussi sa vision de jeu, sa lecture du jeu, son intelligence de jeu, quoi. Autre match, ça c'était un match de championnat, donc des juvéniles A, je crois que c'est encore Geoffrey ici, hein, donc ils se connaissent un petit peu, ils ont joué pas mal de fois ensemble. Donc là il se retrouve encore une fois ailier, couloir gauche, il va fixer un petit peu son vis-à-vis et il voit l'appel. Bon, c'est un truc classique, hein, mais voilà, vision de jeu, qualité de passe. Là Geoffrey arrive à se débrouiller pour faire un bon centre, ça arrive sur le joueur, il y a but. Rien de fou en soi, mais on a montré un petit peu la qualité technique et de dribble du petit Dro. Il faut montrer aussi sa vision de jeu et sa qualité de passe. Et la lecture de jeu, effectivement, il l'a. Ici où il va, vous voyez sa petite feinte de passe, genre il va la donner à Geoffrey, il rentre un petit peu dans l'axe. Bon, la petite feinte, il va bien. Geoffrey, il va revenir sur lui. Et là, c'est tout simplement, bon, c'est le mouvement de joueur, des déplacements dans certaines zones qui font que tout se passe bien, j'ai envie de dire. Mais il se déplace volontairement dans cette zone pour attirer un petit peu aussi ce joueur et libérer son coéquipier. Son coéquipier qui joue bien le coup aussi et qui part dans le dos du joueur. Donc il rentre dans l'axe, il fait la petite passe dans le dos, il continue dans le dos du même joueur qui s'est fait passer, qui du coup lui est focus sur le 8 qui est passé donc dans son dos, et là il fait son appel entrée de surface. Bon, la balle elle n'arrive pas pour lui, mais les mouvements sont intéressants, la lecture du jeu encore une fois, les déplacements, la qualité de passe, la vision, tout ça touche à l'intelligence de jeu, et je trouve qu'il est assez qu'il a un gros potentiel là-dedans aussi. Nouvelle séquence, le même match, hein, il est ailier, là ça nous fait penser un petit peu à la leçon de Monaco. Dommage, il n'a pas tenté. Il a hésité, je pense. Il a voulu jouer plutôt collectif et l'a donné à son attaquant. L'intention était bonne. La réalisation, peut-être un peu moins. C'était un peu compliqué. Il y avait quand même beaucoup de monde dans la surface. Et on avance un petit peu. Donc on retrouve Geoffrey qui a le ballon. Dro qui vient chercher un petit peu à l'intérieur. Et là, sur son petit contrôle, alors c'est pas grand-chose, vous allez me dire. Il passe pas vraiment un joueur en soi. Mais son contrôle, il me fait penser un petit peu à Pedri ou même à Gavi aussi. Gavi, il a déjà fait un petit peu de contrôle. Et il a cette élasticité un petit peu, ce côté flexible, je trouve. Vous voyez comme il se tord dans tous les sens. Ça me fait penser à Pedri des fois, où Pedri il va se tordre dans tous les sens, il va garder le contrôle de balle assez facilement. Je trouve ça pas mal, quoi. Qui joue sur l'aile ou qui joue un peu au milieu, je vous l'ai dit, il a tendance à, dès qu'il a le ballon, se porter vers l'attaque et provoquer. Souvent, il a vraiment cette confiance en lui. On l'a vu contre le Vissel Kobe, il n'avait pas forcément peur. Dès qu'il avait le ballon, il allait vers l'avant. Il avait cette confiance en lui. Il porte et il n'hésite pas à provoquer. On regarde là, il est un petit peu seul. Alors la facilité, ce serait de revenir derrière directement sur, ça doit être Team Junient. Mais il n'hésite pas. Il y a 3 joueurs autour de lui. Il y va. Hop, cette qualité technique pour sortir d'un pressing tranquillement et pouvoir un petit peu aérer le jeu, trouver après un relais au milieu de terrain. Nouvelle séquence, bon là c'est vraiment très court, mais c'est pour montrer des petites choses. On voit pas très bien, mais il se retrouve un peu collé à la ligne ici. Geoffrey qui lui donne le ballon. Il va avoir cette petite qualité technique, vous voyez comme il arrive enfin, en fait, avec quelle facilité il arrive à se sortir d'une situation qui, pour d'autres joueurs, ça pourrait être compliqué. Il se retrouve enfermé, collé à la ligne. Il y a un joueur qui vient le presser. Il y a le deuxième joueur qui arrive ici. Geoffrey, lui, il part dans le dos du premier joueur. Et là, Dro, il fait semblant de revenir. Hop. Et l'enchaînement. La petite passe extérieure du pied droit. Le long de la ligne. Pour aller chercher son latéral. Voilà, vous allez me dire comme ça, c'est pas compliqué. Mais oui. Mais c'est parce qu'il rend tout très simple, c'est surtout ça le truc. Maintenant, on va voir quelques petites séquences avec l'Espagne. Donc avec l'Espagne, à noter qu'il joue un petit peu plus au cœur du jeu, au milieu. Ici, on le voit ici, hein, qui vient récupérer la balle, qui vient chercher un peu le ballon, et au milieu de beaucoup de joueurs. Alors,
surtout des joueurs espagnols au final, mais ça fait un petit peu beaucoup de monde, disons, un peu beaucoup de trafic au milieu, et il va arriver à faire cette petite feinte, comme le faisait Cruyff, comme le fait de temps en temps Frenkie un petit peu, je sais plus comment on appelle ce dribble là, mais bon, dribble pas très compliqué, mais il se retourne à une vitesse assez plutôt intéressante, parce qu'il arrive à repartir très rapidement en fait, et se sortir du marquage. Il arrive à se retourner, à garder cette vitesse là en se retournant, ce qui est plutôt intéressant. Et là on voit encore le contrôle qu'il a fait tout à l'heure, contrôle à la Pedri ou à la Gavi, vous savez, où ça c'est juste pour le flex, hein. On est tous d'accord, il n'y a pas vraiment grand intérêt à contrôler le ballon comme ça. Il pourrait très bien le contrôler plat du pied, se l'emmener, mais c'est pour le flow un petit peu, tu vois, histoire de... C'est encore une fois intéressant. Maintenant, c'est vrai que on le voit ici, se manque un petit peu peut-être de physique pour résister à un pressing, ce qui est normal, on va dire, avec son âge. On a des joueurs qui sont quand même très plutôt frêles, assez petits généralement. Lui, il est pas forcément très petit, mais c'est vrai qu'il est un peu maigre, un petit peu léger, mais avec le temps, il va tenir un petit peu plus, disons, avec ses jambes. Regardez Pedri, il est pas non plus, c'est pas un buff, il est quand même très résistant. Et peut-être que Pedro, il faut qu'il gagne encore un petit peu cette résistance au pressing, au physique des autres joueurs. Ici, on va avoir une petite séquence aussi, un petit peu au cœur du jeu. Bon, il se retrouve à droite, cette fois-ci, peu importe. Il se déplace beaucoup entre les lignes, comme on l'a dit. Et là, il a cette facilité. Vous voyez ici, il n'a pas trop de soutien. Il n'y a personne, il n'y a pas un relais vraiment ici. À droite, c'est compliqué, c'est un peu bouché. Il peut servir son attaquant, mais bon, l'attaquant est aussi marqué. Donc, il va avancer et il va provoquer. Il rentre à droite, à gauche, à droite. Bon, alors là, il n'y a pas faute, il récupère le ballon. Mais vous voyez, ce genre de joueur. Ce genre de joueur qui, quand il a le ballon, comme je l'ai dit, a souvent tendance à aller provoquer. N'a pas peur de provoquer, d'avancer, de dribbler. Il fait beaucoup de différence comme ça, plein axe, par le dribble. Ce qui nous fait penser un petit peu plus à des joueurs comme Fermin, enfin actuellement des joueurs qui sont au Barça, des joueurs comme Fermin, des joueurs comme Dani Olmo, qui provoquent beaucoup au milieu. Pedri, c'est le genre de joueur qui dribble un peu, mais c'est plus un joueur de construction, Pedri. Frenkie de Jong aussi, c'est un joueur qui arrive à passer des joueurs par le dribble ou par sa puissance ou son accélération, mais c'est plus un joueur qui va construire le jeu à la base du jeu. Pedro, c'est plus un joueur comme Fermin, comme Olmo. Il va pas forcément être attiré par le but dans le sens où il va marquer une tonne de buts, même s'il a quand même pas mal marqué chez les jeunes, je pense, il me semble. Je crois que sa première saison ou sa deuxième saison, il avait mis genre 6 buts en 11 matchs, quelque chose comme ça, ce qui est pas trop mal pour un milieu de terrain. Mais il a tendance à énormément provoquer, faire des différences au cœur du jeu. Et ça, c'est intéressant. Tout le côté technique, dribbleur du joueur, le côté créatif qui va sortir d'une situation potentiellement un peu complexe assez facilement. Ici, il est un peu collé, il est dos au jeu, presque collé à la ligne, il va se retourner assez facilement. Ici, il y a un autre joueur qui arrive sur lui, qui vient le presser. Il y a 3 joueurs de l'Allemagne qui viennent un petit peu serrer sur lui. Le petit crochet, il rentre dans le jeu, voilà. Maintenant, c'est vrai que il s'est fait un peu bouger à l'épaule. On voit que le gars a l'air un peu plus puissant que lui. Et un petit coup d'épaule et voilà. Donc ça, c'est encore la chose qui doit travailler, mais ça viendra aussi un petit peu avec le temps. Nouvelle séquence encore avec l'Espagne, encore contre l'Allemagne, où on voit qu'il va percer un petit peu au cœur du jeu comme ça. Faire des différences, voilà. Il va provoquer, alors là il aurait pu servir, je crois que c'est encore Geoffrey ici, il va revenir en arrière, mais toujours intéressant de le voir percer, faire des différences plein axe comme ça, avec autant de facilité on va dire, c'est intéressant je trouve. On le retrouve ici au cœur du jeu et en un seul contrôle. Alors je sais pas si c'est vraiment volontaire non plus, mais on a l'impression qu'avec un petit contrôle, hop, vous voyez, il arrive à éliminer le joueur. Il arrive quand même à protéger pour le coup, là. On dit depuis tout à l'heure que je dis qu'il est un petit peu plus faible physiquement que certains des joueurs. Potentiellement là, les deux milieux autour de lui ont l'air un petit peu plus costauds. Pourtant, il arrive à couvrir la balle, à se mettre devant et pouvoir comme ça, vous voyez, il arrive à se mettre devant, le joueur derrière peut pas intervenir, sinon faire faute. Et il arrive à se dépêtrer encore une fois, là il se fait bouger. C'est lui qui lui rentre dedans, c'est lui qui soi-disant a mal. Bon, il arrive à servir son coéquipier. Donc plutôt intéressant. Ouais. Toujours à avoir la balle, il ralentit quand même très peu le jeu je trouve. Dès qu'il a la balle, il arrive à garder cette vitesse ici. Je sais pas si c'est volontaire comme je l'ai dit, mais hop, le contrôle qui paraît peut-être difficile. On se dit comment il va faire pour se retourner, bah il arrive à passer entre 2-3 joueurs encore une fois. Ici il va récupérer la balle après une intervention d'un coéquipier et il va pas hésiter, comme je l'ai dit, à provoquer, à avancer avec confiance. Là on voit le joueur dans son dos qui va ce côté là pour potentiellement, s'il déborde de ce côté ils vont un peu l'enfermer à deux. Il fait ses petits dribbles.
et il rentre, il se met sur son pied, il tire, et derrière l'attaquant qui peut finir grâce à lui. Donc c'est pas un dribbleur comme Lamine Yamal, évidemment, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est pas le but de vous dire regardez comme il est dribbleur, regardez comme il fait plus de dribbles que Lamine, c'est pas vraiment possible. Lamine est un des meilleurs dribbleurs d'Europe de toute façon, mais surtout c'est un joueur qui fait beaucoup de différences au milieu de terrain, et pas uniquement des différences par des dribbles, mais aussi par sa créativité dans la passe, sa vision de jeu. Voilà, c'est tout pour ce petit focus. J'ai essayé de montrer quelques séquences. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu difficile. Je voulais pas forcément faire une grosse analyse super précise du joueur, mais plus vous donner mon impression et voir plutôt ensemble quel est vraiment le style du joueur, quel est son potentiel peut-être futur. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense pas que ça soit un joueur qui va faire partie de l'équipe première cette saison, ça va être compliqué pour lui, mais potentiellement c'est un joueur qui peut prétendre à jouer en équipe première dans les prochaines saisons, normalement je dirais presque sans problème. Le seul problème qu'il y a, et il est de taille, c'est évidemment la concurrence. Il va falloir faire des choix pour le Barça. Il faut dans un premier temps essayer de faire en sorte que le joueur joue un maximum pour le développer un maximum et qu'il ne tire pas le banc, ça n'a aucun intérêt pour les joueurs comme ça à fort potentiel. Il faut qu'ils jouent, que ça soit au Barça ou en étant prêté ou quoi, mais ils doivent jouer. Maintenant c'est vrai que c'est un casse-tête pour le club, c'est un casse-tête pour les coachs, parce qu'il y a tellement de talents en fait, tellement de joueurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire, même au même poste, hein, je veux dire, c'est très compliqué. Ça va être très compliqué, la concurrence, le temps de jeu pour certains, le développement, c'est complexe parce que si on voulait par exemple faire jouer Dro au poste de milieu offensif, donc plus au poste de Fermin-Olmo, déjà il y a déjà 2 joueurs, Fermin et Olmo, en équipe première, pour un seul poste. On sait qu'Olmo peut jouer faux neuf, à la limite, voilà. Ok. Derrière, il y a Tony Fernandez, qui toque à la porte, qui a le même âge que Dro, qui a tout autant peut-être un aussi fort potentiel. Les deux peuvent jouer ensemble, ça il faut le savoir aussi. Dro peut jouer milieu intérieur plus relayeur, ce côté un petit peu Pedri, mais plus qui va plus être dans le dribble et les différences plutôt que la construction vraiment, même si je pense qu'il a un gros potentiel dans ce côté construction de jeu. Donc ils peuvent jouer, ils ont déjà joué avec les U17 d'ailleurs, peut-être même que dans les séquences que j'ai montrées, j'ai pas trop fait gaffe, mais il y avait peut-être même Tony, parce qu'ils jouent ensemble en U17 avec l'Espagne, donc c'est pas incompatible les deux, mais il y a aussi Ibrahim Diarra qui joue à ce poste-là avec les juvéniles A. On a Guille Fernandez aussi, qui est un milieu peut-être, je sais pas si... Non, en vrai, il pourrait jouer aussi au même poste. Donc il y a énormément de joueurs. Il y a Tim Juniant aussi évidemment, Juan Hernandez, qui sont un peu des profils similaires dans le sens où c'est des milieux de terrain très créatifs qui font pas mal de différences. Et Juan Hernandez aussi qui peut jouer en attaque, faux neuf ou ailier gauche, il a joué à ce poste-là avec les juvéniles. Juan Hernandez, il a failli venir avec l'équipe première pendant la saison. Ça parlait aussi de Tim Juniant, mais qui est venu la saison dernière en pré-saison. Vous voyez, il y a énormément de joueurs. Et on pourrait parler pendant des heures, je vous donne une liste de tous les noms, il y a même des joueurs plus jeunes qui débarquent aussi, c'est fou, il y a une grosse, c'est même pas qu'une seule génération, il y a plusieurs générations là qui arrivent, que ça soit dans les juvéniles B ou juste avant peut-être les cadets je crois. Donc en fait entre 15 et 19 ans, il y a une tonne de joueurs, il y a beaucoup de joueurs pour très peu de place. Donc le temps nous dira si ces joueurs-là arriveront à percer on va dire, et à venir en équipe première. Mais le talent et le potentiel, on peut dire qu'il y est. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça me régale. Donnez de la force à cette vidéo, les gars, parce que c'est beaucoup de travail. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.